Merci beaucoup. Donc, merci à toutes et à tous d'être là un vendredi soir à 19h. Donc, on va parler de finances de finances de demain avec nos trois invités. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Marie Cudon, qui est professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management, Cédric Fuentes, qui est directeur des programmes à l'AEFR, l'association Europe Finance et Régulation, et Diane Marolo, qui est chargée du label Finansol. Donc, on a 1 heure à peu près ensemble. L'idée, c'est vraiment que ce soit une discussion. Donc, les intervenants vont discuter entre eux. Je vais modérer un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais, en fonction de comment la discussion se passe, je ne pourrais pas forcément prendre toutes les questions tout le temps, mais si vous avez une question urgente ou un point important, n'hésitez pas. Donc, on va parler de la finance de demain. Et dans la finance de demain, on va quand même beaucoup parler plutôt de la finance verte, responsable. On reviendra un petit peu justement sur ces définitions et sur comment la finance peut évoluer pour être davantage au service de la transition économique, transition sociale. Mais peut-être avant, justement, pour commencer, je vais interroger mes invités sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer et quelles sont les dérives de la finance qu'on a pu connaître depuis 30, 40 années. Est-ce que ce sont vraiment des dérives ou est-ce que c'est juste que la finance est comme ça, elle est là pour maximiser des profits et elle maximise du profit? Et voilà, comment est-ce qu'on peut faire un peu un bilan sur les 30, 40 dernières années pour ensuite essayer de se projeter un petit peu dans le futur? Donc, je ne sais pas, qui veut commencer avec cette question très large? Allez, Cédric. Parfait. Bonsoir d'abord et merci à Citéco pour l'invitation. Je pense que s'il y a un point qui nous dit pourquoi il faut changer, c'est peut-être un seul chiffre, 4 degrés. 4 degrés, c'est à peu près la température en plus qu'on va avoir d'ici la fin du siècle si on ne change rien au marché. C'est-à-dire que si on réplique le marché à l'identique, d'ici la fin du siècle, on arrive à peu près plus 4 degrés de réchauffement. On se dit que déjà à 1,5, 2 degrés, ça va être extrêmement dramatique. Alors à 4 degrés, je ne sais pas comment sera le monde, mais a priori, il sera chaotique. Et pour ça, je pense que c'est peut-être le premier point de dire on a besoin de changer et on a besoin de guider le marché. On a besoin de guider le marché parce que ça fait un bout de temps maintenant qu'on sait que le rapport Meadows, le Club de Rome, c'est les années 70. Le rapport Meadows, c'est ce livre qui dit on ne peut pas croître de manière infinie dans un monde fini. Donc, il faut revoir nos modes de croissance, il faut revoir nos modèles économiques. En 2006, Nicolas Stern nous dit, dans un rapport qui est devenu fameux, le coût de l'inaction est bien plus cher que le coût de l'adaptation. C'est-à-dire, je crois que les chiffres, c'est le coût de l'inaction, c'est 15 à 20 points de PIB mondial d'ici la fin du siècle, alors que le coût de l'adaptation, c'est 1% du PIB. Donc, il nous dit, en gros, avec 1% du PIB investi chaque année, on évite entre 5 et 20% de coûts pour réparer les catastrophes naturelles. Et ce qu'ils constatent aussi, c'est que le marché ou les marchés sont complètement aveugles à long terme. Ils n'intègrent donc pas le risque climatique, donc on a besoin d'agir de différentes manières. Mais ça, je pense qu'on va l'explorer ensemble. Ouais. Oui, je voudrais bonjour à tous déjà et merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de parler avec vous ce soir. Je voudrais réagir et peut-être compléter avec le point de vue des marchés financiers, parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une immédiateté constante de la part des marchés financiers. On veut toujours plus de revenus et on les veut plus rapidement encore. Et ça se démocratise. On fait face à de la gamification de la finance. Je ne sais pas si vous avez vu les néo-influenceurs qui se développent sur les réseaux sociaux qui vous promettent de gagner de l'argent très vite et très facilement via des crypto-monnaies ou autres actifs fondamentalement difficiles à comprendre, assez complexes. C'est très difficile de faire face à ça. Il faut que la réglementation suive et et effectivement, cette opacité croissante des marchés financiers, qui a toujours augmenté et qui continue de le faire, ça met, si vous voulez, la finance en grand recul par rapport à l'épargnant qui, derrière, en fait, c'est une finance de marché qui est disponible que pour des investisseurs avertis
et qui finalement s'en servent à des fins pas forcément très durables. Donc après, on aura l'occasion de revenir sur les formes de finances qui peuvent contrer cette finance entre guillemets traditionnelle assez capitaliste. Mais voilà, donc effectivement, l'épargnant classique, le grand public derrière est un peu laissé pour compte à cause de ces dérives qui complexifient d'autant plus la finance traditionnelle qui est déjà assez compliquée. Peut-être juste un mot pour compléter, comme ils ont déjà dit la plupart des choses, hein, mais peut-être un chiffre qui fait écho à ce qui est dans la pièce de théâtre pour ceux qui étaient déjà là. C'est ce chiffre de ces deux scientifiques dont Martin parle dans la pièce, Sunak et Richramad, où en fait, quand on regarde la part de la finance qui vraiment vise directement le financement de projets sociétaux transformatifs, on parle de quelques pourcents. Ils parlent de 1 à 2%. En Belgique, on est entre 1 et 5% selon ce qu'on prend en compte. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a 19 fois plus de projets qui, en fin de compte, ne visent pas directement une transformation que de projets qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent les regarder ou qui même, en fait, font pire que bien. Donc, un ordre de grandeur aussi, c'est que si on regarde après, à part ces 1, 2, 3, 4, 5%, qui visent vraiment cette transformation, ben, en fait, dans le reste, il y a peut-être un tiers qui va regarder, je ne vais pas aller trop loin parce qu'après, il y a tout un débat sur ça, mais qui va regarder d'une manière ou d'une autre des indicateurs sociaux, environnementaux, de gouvernance, mais c'est principalement pour l'intérêt de l'institution financière, ce qu'on appelle la matérialité financière, donc l'impact sur l'entreprise plutôt que la matérialité d'impact, c'est-à-dire l'impact sociétal. Et donc, en fait, pour moi, c'est ça la réponse par rapport à ta question, c'est qu'en fait, si on ne change pas, vu l'importance de la finance, ben, en fait, on va droit dans le mur d'un point de vue climatique, mais aussi pour les autres limites planétaires et pour les questions sociales d'inégalité. Et j'en profite pour une autre question, justement, pour changer la finance. Vous avez parlé de capitalisme. Est-ce qu'on peut changer la finance sans changer de système, donc en gardant cette notion de capitalisme, ou est-ce que ça implique des modifications plus globales de la société? Voilà. Question non prévue comme ça, direct. Non, mais c'est effectivement une question structurante. Mais moi, j'ai tendance à penser qu'il faut être très pragmatique. Changer de système entièrement et passer du capitalisme à un autre type de système, pourquoi pas? Mais lequel? Comment? Dans quelle mesure? Donc en soi, why not? Mais je ne sais pas si c'est l'urgence fondamentale. Là où il y a effectivement un point qui est important, c'est de faire en sorte que justement la finance ne soit plus 1 ou 2% qui soit vraiment dirigé vers des projets qui sont réellement verts. Et surtout, peut-être qu'on va y arriver, c'est le point clé en fait dans la finance verte ou dans la finance durable, c'est qu'elle doit mettre en valeur elle doit mettre en valeur les projets dits durables ou les projets verts. Je m'explique. Il y a eu un petit scandale autour un petit débat autour des obligations vertes. Vous en avez peut-être entendu parler. L'idée, c'est de dire on émet un produit qui va permettre de financer des projets verts. Bon, a priori, l'idée est bonne. Je vais prendre un exemple. On va partir du principe que la voiture, vous allez acheter une voiture, une électrique et une thermique. On va dire que l'électrique est plus écolo que la thermique. Je ne rentre pas dans le débat. Et vous allez voir votre banquier qui vous dit pas de souci, moi, vous achetez une voiture électrique, super, je vous fais un prêt à 2,5. Bon, génial, vous êtes content. Et le prêt, il est divers. Une heure après, vous allez voir le même banquier. Vous allez acheter une voiture thermique. Il vous dit parfait, super, je vous finance à 2,5. Ce prêt-là, il n'est pas vert. Mais pourtant, c'est la même chose. Les obligations vertes, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'elles étaient vertes parce qu'elles finançaient un projet vert. Mais il n'y avait pas de conditions favorables à l'emprunt. Il n'y avait pas de conditions favorables pour financer. En fait, il n'y avait pas ce petit élément en plus qui fait qu'on va vous dire si, allez financer du vert, ça va vous coûter moins cher. Et donc, comment est-ce qu'on peut changer? Probablement comme ça. Il n'y a peut-être pas besoin, peut-être que c'est bien à long terme de changer le système entièrement, mais déjà avec ça, et on peut décliner, il y a des mesures, on est à la Banque de France, il y a des mesures sur le coût en capital de certains prêts, on peut, avec ce genre d'incitation, arriver à vraiment faire passer, si ce n'est la première, peut-être la deuxième au moins. Si tu veux une réponse un peu plus avec le point de vue académique, c'est qu'à la fois, de quoi on parle quand on parle de capitalisme, donc les politologues vont parler de variété de capitalisme, avec sans doute certaines variétés, donc des gens comme Espen Anderson,
avec certaines variétés qui sont sans doute plus compatibles à la fois avec un niveau de rentabilité, avec des objectifs sociétaux, des sortes de capitalisme responsable qui seraient très loin en tout cas de ce qui est aujourd'hui aux États-Unis avec un capitalisme plutôt techno-libertarien où en fait là il n'y a aucune relation entre une quelconque engagement sociétal et une économie de marché ou un capitalisme tel qu'on le connaît. Maintenant, même dans le cadre du capitalisme responsable, même si c'est 1-2% en fait passé en majorité, je regarde Cédric, mais c'est pas parce qu'il disait l'inverse, mais même si on était dans un passage à majorité, on va dire de ces 1-2%, il faut quand même se rendre compte que beaucoup de ces projets nécessaires d'un point de vue sociétal ne sont pas rentables. En fait, pas mal d'études montrent qu'en fait, on est à un minimum 50% pour les gens optimistes avec justement rien que sur la question énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de combiner les deux, le win-win, l'inverse du trade-off pour refaire le lien avec la pièce de théâtre aussi, en fait, ça ne sera pas suffisant. Et donc, même si on était dans ce capitalisme responsable qui devenait majoritaire, on en est loin aussi, on est en train d'aller avec le technolibertarisme de l'autre côté, en fait, ça ne serait pas suffisant. Donc, ça te donne une réponse plus... Super. Merci beaucoup. Et justement, pour rebondir là-dessus, depuis le début, on parle de finance. On a utilisé, je crois, déjà pas mal de termes entre finance éthique, finance verte, finance responsable, finance sociale, critères ESG. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Finance à impact. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu derrière les différentes définitions pour clarifier un peu ce que recouvre chaque concept? Est-ce qu'en fait, c'est globalement à peu près la même chose ou quelles sont les différences qui, selon vous, sont les plus importantes? Alors, je vois que tu me regardes, donc je vais prendre la question. Non, effectivement, ça n'a rien à voir. On a plusieurs concepts qui se regroupent autour de la finance durable. Je vais déjà commencer par un terme qui n'a pas été cité, mais je vais le citer, c'est la finance éthique, qui est finalement un non-sens parce que l'éthique est personnelle et propre à chacun. Donc, parler de finance éthique, c'est à peu près parler de finance responsable, mais sans vraiment rien dire. Les termes aujourd'hui qui sont utilisés, on va d'abord parler de finance durable. La finance durable, c'est effectivement ce qui va englober toutes les pratiques qui sont extérieures à une analyse financière classique de la finance traditionnelle. Donc, dès qu'on va sortir de cadre de performance financière, on va parler de finance durable. Ce terme finance durable, il est apparu en fait après l'apparition des ODD, des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, et c'est là que ça a été un peu consolidé. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 3 piliers sous la finance durable. Vous avez d'abord la finance responsable. Et la finance responsable, elle va s'illustrer par le label ISR, par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. La finance responsable, elle part, donc ça découle directement de la finance durable. Elle parle du principe que aujourd'hui, la finance, enfin des indicateurs de performance financiers ne suffisent plus, qu'il faut aussi des indicateurs extra-financiers. Ces indicateurs, on l'a mentionné, ça va être les indicateurs ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc les entreprises, les émetteurs en tout cas de fonds, les banques, etc. maintenant sont tenus de faire des rapports extra-financiers à côté des rapports financiers selon certains indicateurs pour témoigner de leur engagement extra-financier. Le deuxième pilier, on a vu finance durable, on a vu finance responsable en dessous. On va avoir la finance verte, et c'est là où on parlait juste avant des obligations vertes. La finance verte, c'est la finance qui est concentrée sur la transition écologique. Donc, ce qui va illustrer dans les labels du coup, que je connais assez bien, ça va être le label Greenfin, qui est focalisé, donc qui a été créé par le ministère de la Transition écologique et qui se focalise sur l'investissement dans des projets à vocation environnementaux et favorisant une transition écologique juste. Donc voilà, donc c'est à peu près c'est une sorte de microcosme. Les obligations vertes, c'est vrai que ça pendant longtemps ça a été le moyen préféré des entreprises de se verdir entre guillemets sans pour autant le faire derrière parce que ça voulait tout rien dire, il n'y a pas forcément de réglementation. Je prends un très bon exemple, donc Total comme d'habitude, qui un jour a décrété que toutes ces émissions d'obligations seraient vertes. Et en fait, il s'est avéré que derrière, il finançait à peu près tout et n'importe quoi parce que c'était pas encore finalement très régulé. Troisième pilier, et c'est là où va s'inscrire le label Finansol que je représente ce soir, c'est la finance solidaire. Et la finance solidaire, c'est finalement une finance qui va
venir soutenir l'économie réelle. Donc, on va essayer de lier l'épargnant ou l'investisseur à des projets à objectifs sociaux et environnementaux. On va parler d'utilité sociale puisqu'on va aller chercher, par exemple, des entreprises, des petites entreprises qui disposent d'un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire à utilité sociale. Ces entreprises-là, généralement, elles font partie du joyeux royaume de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS. Et donc, on va plutôt se tourner vers du non-coté qui est effectivement un peu plus risqué puisqu'on est sur des jeunes entreprises qui sont sur des thématiques pas forcément très rentables dès le départ, qui vont être plutôt sociales, solidaires, etc. Mais effectivement beaucoup plus vertueuses que dans la finance traditionnelle. C'est un peu le jour et la nuit finalement. Et dernière chose, on a mentionné rapidement la finance à impact, et ça c'est très important puisque c'est une forme de finance qui tend à se développer et qui a été officiellement définie en 2021. La finance à impact, en fait, c'est une finance qui vise à mesurer l'impact de son investissement. Mesurer l'impact de son investissement, ça veut dire que dès le départ, au moment où on va décider d'investir, par exemple, dans des actifs, on va définir une thèse d'impact, des objectifs d'impact qu'on va ensuite mesurer pendant toute la durée de vie de l'impact. C'est très bien, mais c'est aussi très coûteux. Ça demande des moyens financiers et humains que les entreprises n'ont pas forcément. Donc, c'est en train de se développer. Il faut que ça se développe plus. Mais voilà, donc c'est une sorte d'annexe de finances qu'on retrouve après, qui va pouvoir s'arquer aux autres finances qu'on a évoquées. Et cette finance à impact, en tout cas, nous, on l'intègre beaucoup au label Finansol, puisqu'on intègre les principes de mesure de l'impact, qui derrière vont forcer, enfin en tout cas on essaye d'accompagner les entreprises vers la production de rapports d'impact sur des indicateurs dédiés à leur type d'activité qui vont permettre finalement aux épargnants de voir si l'objectif initial a été réalisé ou non et ce que l'entreprise met en place pour les réaliser. Et là, effectivement, ça permet un peu de contrecarrer, si on veut, le capitalisme classique qui ferait des reportings extra-financiers un peu hasardeux sous prétexte que la régulation les y oblige. Mais voilà pour le tour de table des différentes finances. Je peux compléter et rebondir surtout sur une notion que vous venez de donner qui est extrêmement importante, qui est celle du risque. Ça permet aussi de lier à ce que vous venez de dire, Marek. Il y a un point qui est effectivement fondamental, c'est le rendement qui est celui c'est le couple risque sur rendement. Et si on pense que toute chose égale par ailleurs, on va financer l'environnement, ouais, ça marchera pas. Je suis entièrement d'accord. Le fait de dire, bah, vous savez quoi, vous allez avoir le même niveau de risque, vous allez avoir le même rendement, et en plus, vous allez financer la planète. Bah, globalement, tout le monde irait. Je pense qu'à part une petite portion d'irréductible qui dirait, oulala, c'est pas bien, les gens iraient. Non, pourquoi on n'y va pas? Parce que ce couple rendement sur risque, il est généralement moins bon, et vous avez entièrement raison, dans les domaines finances vertes. Pourquoi? Parce que c'est généralement plus risqué. Un exemple tout bête, ce serait, parfait, vous êtes 3. Je vous donne 100 € à chacun. À la fin de l'année, Thomas, vous demandez 105. Marek et Diane, 110. A priori, on se dirait, c'est Marek et Diane qu'on va garder. Pas forcément. Ce qu'il faut regarder, c'est le risque pris pour obtenir ce rendement-là. Si Thomas il me dit, oui, moi, j'ai quasiment pas pris de risque, je suis sûr de te les rendre à la fin, les 100 €, on était sûr que tu les perdrais pas. Bon, c'est pas si mal que ça. À l'inverse, Diane et Marek me donnent un peu plus. Mais là, beaucoup de risques parce qu'effectivement, alors sur du non-coté, on n'en parle même pas, c'est beaucoup plus risqué. Et alors que Marek, comportement classique, il va diversifier, il va racheter un peu le marché. Donc on retombe à ce que je disais tout à l'heure, on s'amène à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Mais là, on a un profil de risque, rendement-risque qui est très, très, très bon. Et en fait, il faut arriver à casser cette dynamique. Il faut que ce coût, cette surprime qui est liée au financement et à la prise de risque pour financer des activités vertes, elle soit supportée par quelqu'un. C'est obligatoire. Il faut effectivement casser le discours qui dit la finance verte, c'est financer toute chose égale par ailleurs du vert. Ça, effectivement, ça ne marchera pas et c'est pas comme ça qu'il faut la financer, qu'il faut la définir, pardon. Et justement, la finance verte, en tout cas, moi, il y a quelques années, donc j'ai lu L'illusion de la finance verte.
Et c'est vrai que quand on lit ça, je ne sais pas si d'autres dans la salle ont pu lire ce livre de Grandjean et Le Fournier, ça remet quand même en cause l'efficacité et le potentiel de ce type de finance. Donc, on va penser au greenwashing, on peut retomber sur ce que vous avez dit, des obligations vertes qui financent des choses qui n'ont rien à voir. On peut voir dans des fonds indiciels verts ce qu'il y a à l'intérieur, et après on se dit, oula, c'est ça dans mon fonds indiciel vert que j'ai réellement. Il peut y avoir des inadéquations entre on veut financer le vert, mais est-ce que c'est éthique? On peut penser à Tesla aujourd'hui qui va être dans des portefeuilles verts. Est-ce qu'on veut avoir du Tesla aujourd'hui, sous quelles conditions? Et aujourd'hui, en plus, avec les revirements géopolitiques, je reprends ça d'un article que j'ai vu, mais quand on pense au vert, on pense plus à un vert kaki, donc pour financer la défense et l'armée, qu'au vert de la finance verte. Est-ce qu'on peut faire un peu un retour sur ces différentes critiques? Est-ce que, selon vous, c'était justifié? Est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce qu'on a un peu stigmatisé ou généralisé forcément des dérives qui pouvaient avoir lieu au début de quelque chose qui se crée? Et est-ce que maintenant, on a quand même un marché ou une structure qui est plus saine et qui peut rassurer des investisseurs, que ce soit des gros investisseurs ou des petits investisseurs, sur le fait que si on investit via ce canal-là, ça aura une utilité et ça ne va pas juste être une nouvelle poche qui finance la même chose ou en fait en désaccord parce que ça va certes favoriser le vert, mais aller contre la biodiversité ou l'éthique ou quelque chose comme ça. Donc, comment est-ce qu'on en est de ces controverses, entre autres avec aussi aujourd'hui un retournement plus global sur la transition écologique qu'on a vu de la part des politiques et qu'on commence à voir aussi de la part de certains gérants de fonds ou grosses entreprises américaines principalement. On voit quand même des revirements sur l'importance de ces critères dans les stratégies, voire même sur la nécessité de suivre ou non une approche verte ou durable pour la finance. Il y a beaucoup de choses là. Hein. Il y a beaucoup de... Mais peut-être, du coup, Diane nous a donné quand même les premiers éléments de réponse. Je pense que ça dépend de quoi on parle. Et c'était un peu ça suite à la sortie de ce livre dont la portée a été outre Kévrin. On a en effet vraiment cette question-là de se dire de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la finance à impact ou est-ce qu'on parle justement de ces fonds qui font une analyse ESG qui regardent jusqu'à quel point en fait ça va impacter leur modèle d'affaires, leur performance financière, ou qui vont plus loin pour vraiment financer des projets transformatifs et qui répondent aux besoins de la transformation socio-écologique ou de la transition, comment on veut l'appeler. Et donc je pense que ce qui est vrai, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde des entreprises qui vont se limiter justement à une analyse ESG entre guillemets simple, à regarder l'impact sur cette matérialité financière, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'une activité va avoir un impact sur le rendement, l'effet transformatif, il est quand même très limité. Et c'est sans doute ça qui est sans doute très, très trompeur, malheureusement, dans tout ça, c'est qu'on peut se dire oui, c'est génial et la pièce le montre bien aussi. Ouais, on a 30% d'actifs sous gestion qui sont durables, c'est merveilleux, mais en fait, ces 30% ont été trop contre-productifs. C'est ce qui pourrait nous rassurer en disant ben, la transition est en marche. Ben, en fait, elle n'est pas autant en marche que ça, parce que quand on regarde la partie vraiment transformative, elle est beaucoup plus limitée, comme on l'a vu. Donc, il y a cet élément contre-productif qui n'était pas vraiment, on va dire, efficace. Et là, le livre a permis de mettre le doigt sur ça, de la même manière que Schumacher et Schrammad l'ont fait d'un point de vue académique. Ceci dit, la question en fait qu'on pose ici, qui est la question de l'additionnalité. Hein. D'un point de vue impact, c'est le terme qu'on utilise. Hein. Additionnalité, qu'est-ce qu'on va faire en plus que ce qui se passerait sinon? Les académiques, et Thomas me contrera sans doute pas, c'est pas quelque chose d'évident. On le voit, on se casse les dents. Sur cette mesure d'additionnalité, ça nous demande de mesurer des pommes avec des pommes plutôt que des pommes avec des poires, de savoir qu'est-ce qui se serait passé sinon. D'un point de vue académique, ça coûte très, 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 très cher aujourd'hui de pouvoir identifier la causalité. Et ça reste encore une chimère, même quand on paye très, très, très cher, qu'on randomise ou on sait qu'il y a encore des biais qui peuvent exister. Et donc, en fait, ça reste pratiquement presque une chimère impossible aussi. C'est bien de le faire, c'est bien de poser cette question, d'avoir cet objectif de faire quelque chose qui ne se passerait pas sinon. Maintenant, avoir vraiment une mesure qui est très précise, c'est compliqué.
Donc, tout ça pour dire que je pense que, il faut avoir cette exigence de fait de financer des choses ou d'avoir un effet transformatif. Il faut vraiment le viser. Il ne faut pas se raconter d'histoires. On se raconte beaucoup trop d'histoires en général en disant oui, parce que je vais faire une analyse ESG sur ma matérialité financière, je change quelque chose. En fait, c'est juste une gestion, une bonne gestion, hein, ce qu'on appelait avant un bon père de famille. Hein, et donc, en fait, c'est pas terrible du tout. Mais par contre, aller plus loin et vraiment viser, c'est bien. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vu les urgences environnementales, vu les limites planétaires qui se dépassent les unes après les autres, on a un niveau d'exigence pour la finance vraiment transformative, c'est quelques pourcents, qui n'est pas rien, quoi. Et donc, on charge la barque de gens qui, en effet, ont déjà tous ces coûts de mesure en plus, à qui on vend quand même, hein, la finance à impact, le même niveau de rentabilité, une rentabilité de marché. Hein. Donc là, on est vraiment chou. Rentabilité de marché avec tous les coûts de mesure en plus, on parle en fait d'une rentabilité brute qui serait même supérieure pour arriver au même niveau de marché. Ça devient extrêmement, extrêmement difficile et il y a quand même peu de secteurs où c'est possible. Donc tout ça pour dire que en fait, le problème, c'est que avec la question du risque, avec la rentabilité, c'est très compliqué d'être parfait et que pour ceux qui veulent vraiment faire l'effort, je pense qu'on est même en train d'être quelquefois trop exigeant. Merci. J'en profite pour prendre une question. C'est l'illusion de la finance verte de Alain Grandjean et Julien Lefournier, 4-5 ans, je ne sais pas quand c'est sorti. Si je peux rebondir dessus, parce que la conclusion est intéressante. La conclusion de Lefournier et de Grandjean dessus, c'est il faut faire appel aux politiques. Et c'est aussi la conclusion de Tariq Fancy, je crois que c'est Tariq Fancy, c'est l'ancien directeur de l'investissement responsable chez BlackRock Monde. Donc quelqu'un qui, a priori, sait de quoi il parle quand il parle d'investissement responsable. Et il a démissionné depuis, il dit une chose, la finance peut avoir un impact si et seulement si le politique définit des règles du jeu et s'il régule plus l'économie. Il ne parle pas que de la finance, il parle de l'économie de manière générale. Et en fait, c'est absolument logique parce que, étant donné tout ce qu'on vient de dire là, imaginez qu'on joue au Monopoly et que y en a un de nous qui se dise non, moi je vais être plus vertueux que les autres et quand vous allez tomber sur mes cases, vous allez prendre 30% de moins. 30% de moins, a priori, si c'est moi qui fais ça, je vais perdre. Et non seulement je vais perdre, mais en plus, ça veut dire que j'arriverai à rien. Donc si on se met d'un point de vue politique, pourquoi il faut absolument imposer les mêmes règles à tout le monde? C'est que si vous avez des bons élèves, si vous avez certains acteurs qui veulent faire mieux, qui se mettent dans des conditions plus complexes que les autres, malheureusement, d'un point de vue de moyenne, il est fort probable qu'ils s'essoufflent avant d'arriver à 30, 40, 50 ans, là où effectivement leurs investissements, ils seront les bons parce qu'ils ont lu les scientifiques et parce qu'ils ont été assez intelligents pour le penser aujourd'hui. Mais si on ne soutient pas, si on n'installe pas politiquement des règles du jeu pour faire en sorte que ces acteurs-là, aujourd'hui, ils soient en meilleure position par rapport aux autres, on n'y arrivera pas. Et c'est absolument central et fondamental. Je pense que la réponse, elle est dans le politique. Et vous avez tout à fait raison, il y a des sirènes outre-Atlantique qui nous disent, il y a un backlash complet sur le ESG, et on nous dit, et on commence à entendre cette petite musique en Europe, d'ailleurs on l'entend si bien qu'au Parlement européen cette semaine a été votée une mesure d'urgence. C'est une procédure qu'on a fait pendant le Covid, hein. C'est très rare au Parlement européen. Une mesure d'urgence pour détricoter un texte qui s'appelle la CSRD, je ne vais pas rentrer en détail dedans, mais en gros c'est un truc de reporting pour les entreprises qui doivent dire où est-ce qu'elles polluent, où est-ce qu'elles elles ont un impact carboné, etc. Vous avez l'ensemble bleu et bleu foncé de l'hémicycle, donc de Renew, donc l'équivalent, le groupe macroniste jusqu'à la droite PPE au Parlement, qui ont voté à la majorité, donc ce vote d'urgence pour déconstruire ce texte. Or, je pense que c'est fondamentalement une erreur. C'est fondamentalement une erreur. Et si on doit aujourd'hui se dire comment est-ce qu'on fait pour changer les choses et comment est-ce qu'on fait pour que l'Europe soit une place forte demain, parce que c'est ça quand même l'enjeu, hein, c'est qu'on vive et qu'on vive bien.
et qu'on ne vive pas sous les règles d'autrui. Il faut qu'on défende ce que l'ambition européenne qui a été celle du précédent mandat, aussi critiquable soit-il, il y avait une vraie ambition de vert. Il y a eu des efforts de fait, mal faits, parfois trop exigeants, parfois les textes sortaient pas dans le bon sens. C'était un peu chaotique. On a donné des textes, on a dit aux acteurs, référencez-vous un peu comme vous le voulez. Je pense à un texte qui s'appelle SFDR pour ceux qui connaissent un peu le sujet dans la salle. Oui, ça a donné du greenwashing. Oui, ça a donné plein de trucs qui marchaient pas trop, mais il faut voir d'où on vient. La vraie prise en compte de ce sujet, quand même, quand on a arrêté de dire dans les réunions pour finance verte, finance durable et qu'on ricane, c'est 2015. C'est les accords de Paris. C'est il n'y a même pas 10 ans. Si vous alliez dans une réunion entre banques de grande taille il y a une quinzaine d'années, vous parliez de finances durables et de finances vertes, on vous riez au nez, et puis au mieux, vous aviez un petit placard dans le couloir. Aujourd'hui, il y a des services entiers. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Pourquoi ? Parce que le politique s'y est mêlé, et parce que le politique a voulu qu'on avance sur ces points-là. Donc je pense que la réponse ne viendra pas du milieu financier. Et de toute façon, il n'est pas fait pour ça, en fait. Si l'acteur il est rationnel, l'acteur financier, il va maximiser son rendement. Il va jouer selon les risques, selon les règles. Donc, il faut changer les règles du jeu. Et je vais rajouter quelque chose aussi, c'est que, enfin, même surtout donner un exemple, c'est que, donc on en parlait tout à l'heure, mais la mesure de l'impact, qui est assez nouvelle, la finance à impact qui débarque un peu. Effectivement, on voit apparaître ce qu'on voyait apparaître au tout début de la finance verte, c'est-à-dire de l'impact washing. C'est que comme ce terme n'est pas encore accepté et généralisé par tout le monde, en fait, ça devient une valise où on met absolument n'importe quoi dedans. Et donc, j'ai vu, alors je ne vais pas les citer, mais j'ai vu des sociétés de gestion qui vous mettaient, par exemple, voilà, nous on fait de l'investissement responsable, on a des critères ESG, on mesure ces critères, c'est génial, donc on fait de l'impact. Ça, c'est absolument faux parce que par nature, la mesure des critères ESG, c'est plutôt une forme d'investissement passif. Déjà, ils sont obligés de le faire. Et c'est une forme passive puisqu'en fait, souvent, c'est des méthodes de screening qui sont appliquées. Donc, on va prendre, par exemple, dans un benchmark, si je crée un fonds et que j'investis dans la thématique de l'eau, je vais créer un benchmark avec 500 entreprises qui investissent dans la thématique de l'eau et puis les 20 plus mauvaises en émissions carbone, je vais choisir de les virer. C'est une gestion et finalement un engagement assez passif quand on sait maintenant, après ce dont on a discuté tout à l'heure, maintenant qu'on sait ce que c'est de l'impact. Et il y a encore beaucoup, et d'ailleurs les financiers en profitent, maintenant justement d'utiliser ce mot impact, et ça on le voit maintenant dans les noms des fonds qui se créent. On parle d'impact à tout va, et en fait ils en font pas réellement, c'est-à-dire que pour eux l'impact ça va être planter des arbres, c'est pas le cas. Et je sais pas si vous êtes familier avec les guidelines de l'ESMA, donc l'autorité européenne des marchés financiers, qui justement vient de sortir un texte en disant attention aux noms qui sont imposés sur les fonds. À partir de maintenant, si vous voulez avoir des fonds qui ont des noms comme solidaire, comme impact, comme durabilité, vous allez être contraint justement de respecter les règles du jeu et de faire ce qui est imposé par l'utilisation de ce mot. Et donc, ça implique des exclusions qui n'y avait pas forcément avant, plus de critères, plus de sélectivité dans les critères ESG. Donc, on a heureusement, et ça rejoint ce que tu disais, la réglementation qui suit et qui domine, et il faut que ça continue comme ça, parce que à partir du moment, dès qu'on aura une nouvelle forme de finance et une zone grise, de toute façon, les financiers vont foncer dedans, et ça va perdre encore plus les épargnants, en sachant que c'est déjà assez compliqué de s'y retrouver en ce moment. Et donc, on a bien compris que pour changer, il va falloir le forcer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que, si on parle de politique et donc de régulation ou réglementation, est-ce que ça a un sens de réguler à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne dans un monde où, que ce soit outre-Atlantique ou en Chine, on s'attend à des choses très différentes? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Et comment vous voyez la réglementation, alors sûrement plutôt au niveau européen, mais est-ce que c'est suffisant? Et qu'est-ce qu'on répond aux questions de perte de compétitivité du secteur financier, etc. Je commence parce que dans la nation que je représente, il y a le mot Europe et il y a le mot régulation, donc je me lance. Au niveau national, ça n'a probablement pas énormément de sens, et d'ailleurs, il n'y en a pas trop. Des règlements financiers, il y a parfois des décrets d'application à la marge, mais globalement, aujourd'hui, en Europe, on passe plus trop
trop par des directives dans le secteur financier, plutôt par des règlements, comme ça il y a la même application partout. Au niveau européen, oui, complètement, ça a du sens. Ça a du sens parce qu'il y a encore beaucoup de disparités au niveau européen, et donc il faut... tu parlais de l'ESMA tout à l'heure. L'ESMA, c'est effectivement l'entité qui supervise les marchés financiers en Europe, mais en fait, elle ne les supervise pas directement. L'ESMA, elle va faire appel à toutes les agences nationales de chaque État membre pour dire bah, vous allez contrôler vos marchés financiers. Mais vous doutez bien que dans un pays comme la France, où on a une longue tradition de savoir-faire financier, on a, nous, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est dotée, je ne sais pas du nombre de postes, mais bon, je ne vais pas me risquer un chiffre, mais d'un nombre conséquent de postes, même si ils en ont d'ailleurs gagné quelques-uns là, et la qualité de l'analyse n'est pas forcément la même que dans d'autres pays. Non pas parce que les superviseurs seraient corrompus ou quoi que ce soit, non, parce que c'est nouveau, parce qu'ils n'ont pas l'habitude et parce que c'est pas leur pratique. Donc c'est essentiel de pouvoir faire de la législation au niveau européen, et il faudrait faire un bon fédéraliste. En fait, il faudrait faire ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux, qui s'appelle maintenant l'union pour l'épargne et l'investissement. C'est-à-dire, on a réussi à faire ça sur la monnaie. La monnaie, on a la même monnaie. Pour avoir la même monnaie, il fallait donc qu'on unisse nos banques. On a fait l'union bancaire en Europe. Ça a crissé, ça a mis du temps, mais on y est arrivé. Aujourd'hui, si on veut avoir une politique d'investissement cohérente au niveau européen, il faut qu'on ait une union des marchés. En tout cas, je pense que ça peut aider qu'on ait une union des marchés de capitaux. Et donc, pour ça, il faut qu'on régule au niveau européen, puis ça nous permettra d'avoir les mêmes règles du jeu partout. Évidemment, si on a en face, outre-Atlantique ou côté chinois, des acteurs qui ne respectent pas les mêmes règles, il faut se protéger. Il faut se protéger, ça peut être la taxe carbone aux frontières, par exemple, ça peut jouer. Alors, d'un point de vue financier, c'est plus compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'on répond à la question de la compétitivité ? C'est une excellente question, mais on répond que la compétitivité, c'est pas tout. C'est pas l'alpha et l'oméga. Alors, certes, il faut qu'on reste compétitif parce qu'il faut qu'on puisse avoir des grandes banques. On a besoin de grandes banques, on a besoin de financiers, on a besoin de ça. On ne sait pas financer un projet autrement aujourd'hui. Enfin, c'est très rare. Si on parlait de la... Tu parlais de la finance, enfin du verre kaki. Aujourd'hui, c'est même la transition. Restons dans le verre classique. C'est 1000 milliards par an la transition, selon le rapport Noyer, Draghi, etc. 1000 milliards par an. 1000 milliards par an. Il nous faut des marchés financiers pour ça. Et il nous faut des marchés financiers assez profonds. Il nous faut des marchés financiers qui fonctionnent bien. Donc, il faut les protéger. Il faut faire en sorte qu'ils soient soutenus par les acteurs européens et par la réglementation. Elle doit donc mettre en posture favorable les acteurs européens. Ça veut dire ne pas être ouvert à toutes les dérégulations venant de l'extérieur, mais ça ne veut pas dire non plus être prêt à mettre par terre tout ce qu'on a fait ces 15-20 dernières années depuis la crise. Et d'ailleurs, je pense que ce serait une très mauvaise idée, et les marchés financiers eux-mêmes le montrent. Depuis le mois de janvier, si vous regardez, il y a 2 indicateurs clés là-dessus. Le S&P 500, qui est en gros comment marchent les marchés américains, comment marche la bourse américaine, et l'Eurostoxx 600, c'est la même chose en Europe. Et ben, le S&P 500, il fait ça. Et dans votre sens, il fait ça. Et dans l'Eurostoxx 500, il fait ça. Dans l'Eurostoxx 600, il fait ça. En fait, aujourd'hui, il y a un changement de paradigme. Ça fait 50 ans que dans le monde financier, les États-Unis, c'est le safe haven, c'est-à-dire l'endroit où vous allez quand il y a une crise pour mettre vos fonds, et parce que le dollar est référent. Et même quand il y avait une crise aux États-Unis, c'était l'endroit où on allait investir. Aujourd'hui, on est en train de voir que c'est l'Union européenne. Et ça, je pense que c'est parce qu'on a eu des institutions et des politiques qui ont su appliquer les bonnes règles et qui ont su mettre en place un cadre réglementaire qui n'est pas parfait, qui est forcément à parfaire. Peut-être qu'il y a eu quelques petites complications. Et il faut aussi entendre les banques quand elles disent c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. Bah, si elles n'y arrivent vraiment pas, ça ne sert à rien de leur dire si, allez, continuez. Il faut les écouter, mais par contre, ce qu'on va dire, c'est on garde cet objectif. Dites-nous comment arriver à cet objectif avec vos moyens. Pourquoi pas, après tout. Mais je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête. Peut-être pour rebondir assez rapidement, je vois la montre devant moi. 3 points par rapport à ça. Tout d'abord, par rapport au marché, c'est vrai qu'on voit quand même une tendance intéressante. Évidemment, il y a un peu un effet Trump qui joue sur ceci. Et le lien par rapport à ce que tu disais, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'on s'est construit par des institutions, sur des institutions fortes. Le dernier prix, entre guillemets, Nobel d'économie, c'était sur la théorie des institutions, d'ailleurs.
Et là, on voit qu'on a en fait une politique qui est en train de détruire les institutions. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on sait à quel point, notamment avec les travaux Robinson Acemoglu, que ces institutions sont très importantes. Et là, en les détruisant, on voit en effet que les marchés n'aiment pas ça. Par rapport à la compétitivité, ce qui m'avait marqué, c'est que dans ce fameux rapport Draghi, en fait, on ne définit pas ce que c'est que la compétitivité. Et quand on voit un petit peu, du coup, je me suis intéressé un peu à la question d'un point de vue académique, même sur la compétitivité, il y a différents types de compétitivité. C'est sûr que si on parle d'une compétitivité qui est définie, qui est comprise comme une compétitivité par le prix, qui en fait pousse globalement à avoir des prix qui sont les plus concurrentiels au niveau international, on risque une course vers le bas de plus en plus et de plus en plus vite avec des prix qui augmentent, du socle des droits sociaux et d'autres. Si on est dans une compétitivité qui est plus une compétitivité par la qualité, en fait, d'autres types de compétitivité. Et puis, il y a un débat sur ça. C'est pas univoque, la notion de compétitivité dans la littérature. Mais là, on voit qu'il y a peut-être une manière de concilier cette compétitivité avec le pacte vert, le Green Deal, de manière beaucoup plus évidente. Donc, il y a derrière ça, alors le rapport Draghi, ça a l'air du consensus à la belge. Donc, ça concilie un petit peu tout à la fois. Il y a des montants, on est content parce qu'il faut réinvestir. Il y a d'autres choses où, en effet, il y a des éléments qui vont mettre à mal un peu plus le pacte vert, mais donc il y a cette ambiguïté qui permet que tout le monde s'y retrouve, mais que personne finalement s'y retrouve aussi, qui peut être problématique. Le dernier élément par rapport à la question environnementale, c'est qu'on a tendance en Europe à sans doute se considérer comme, où on nous raconte quelquefois cette petite histoire, comme si on était les seuls à s'intéresser aux questions environnementales. On était les seuls à faire une taxonomie. En fait, l'Europe n'était pas le premier continent ou la première zone géographique à avoir une taxonomie environnementale. Il y en a d'autres. Alors, elles ne sont peut-être pas aussi abouties avec tous les éléments, mais il y a d'autres taxonomies. Il y a plein de choses qui se passent d'un point de vue environnemental en Chine, en Asie aussi, aux États-Unis aussi dans certains États. Les États-Unis, c'est pas un bloc monolithique non plus. Et donc, il faut rester un petit peu attentif aussi au fait que c'est pas comme si on allait être les seuls et on nous vend quelquefois un peu on nous fait peur avec ça, être les seuls à avancer avec le pacte vert et que le reste du monde nous regarde avec un petit sourire en coin. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a des taxonomies qui existent, il y a d'autres continents sur lesquels il se passe aussi des choses qui avancent sur ça. Et justement, donc, si on veut faire avancer les choses, est-ce que nous, individuellement, donc en tant qu'épargnants, petits investisseurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, encore une fois, réellement, ça sera utile dans les grandes masses, ou est-ce qu'on va être sur plutôt un peu l'équivalent des petits gestes du quotidien sur la transition écologique qu'on nous a vendu pendant longtemps en se disant que si on éteignait la lumière, tout allait bien, alors que quand même on revient un peu dessus, on se rend compte que le problème est un peu plus macro et que pour changer des grosses choses, c'est coûteux et il faudra changer de manière très forte. Donc, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle sur des investissements petits et comment est-ce qu'on peut se rassurer un petit peu sur notre impact, même si on a bien compris que c'était difficile, c'est forcément important lorsqu'on fait ça, surtout si on accepte un rendement plus bas, de se dire que ça a eu une utilité et quel peut être par exemple le rôle des labels ou le rôle d'institutions là-dedans. Transition. Belle transition. Oui, effectivement, je vais expliquer peut-être plus en détail à quoi servent les labels de finances durables. Aujourd'hui, quand vous allez généralement une fois par an dans votre banque, vous demandez un placement financier. En général, le banquier ne sait pas forcément ce qui se passe, ni où il va mettre votre argent, vous non plus. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de demander concrètement ce qu'il y avait dans un fonds qu'on vous proposait. Personne n'en sait rien. C'est globalement assez compliqué de connaître toutes les lignes d'investissement. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi à ça que servent les labels de finances durables, donc ISR, les 3 principaux, ISR, Greenfin et Finansol. C'est que nous, en fait, on va faire ce travail donc via la labellisation, puis via les audits annuels qu'on fait pour tous nos produits, d'aller chercher justement ce qu'il y a dans ces inventaires et on va les évaluer et on va
ou non, donc les labellisés, les refusés de label ou derrière les délabellisés, selon un référentiel. Donc on a toutes les trois notre propre référentiel. Donc celui du label ISR est plutôt basé sur des critères ESG. Ils ont des exclusions maintenant, normatives et sectorielles. Le label Greenfin, effectivement, donc comme je disais avant, est basé plutôt sur la transition écologique. Donc on a beaucoup de critères environnementaux. Et le label Finansol est le label de la finance solidaire et la finance à impact social. Tous les labels ont vocation finalement à être une boussole pour l'épargnant, puisque quand vous allez toujours chez le banquier, vous demandez des fonds parce que vous avez envie d'investir dans des fonds obligations, actions, par exemple, et vous voyez un label sur un fonds. À partir de ce moment-là, vous savez que ce fonds a été passé au crible selon nos référentiels et qu'il a été validé. Et donc ça, c'est une porte, en tout cas une petite fenêtre déjà pour l'épargnant de s'en sortir un peu dans ce vaste monde et effectivement de se redonner un peu d'espoir et de pouvoir rediriger son argent puisqu'on finit par savoir où va notre euro investi. Le rôle des labels, il est capital aussi, puisque les labels sont pas obligatoires. Quand finalement, les sociétés de gestion, les banques, elles n'ont pas du tout d'obligation à faire labelliser des fonds. Si elles le font, c'est tout simplement parce qu'il y a une demande croissante de la part des épargnants. Donc en fait, plus on a cette demande et plus on a cette volonté de l'épargnant de rediriger ses capitaux vers de la finance un peu plus vertueuse, ça conjointement et de la réglementation toujours plus soutenue, je pense qu'on est proche d'une solution, en tout cas d'une belle contrainte pour les acteurs financiers classiques de rediriger finalement leurs investissements. Super. Et un acteur dont on a... Oui, question, pardon. Est-ce que vous sauriez nous chiffrer un peu la différence de rentabilité entre les fonds labellisés et les autres? Alors, j'aimerais beaucoup. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Alors, je sais que Greenfin, le label Greenfin, est justement en cours, vient de lancer une étude pour essayer de chiffrer l'impact de son label sur leurs propres fonds. Finansol, on aimerait beaucoup le faire aussi. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Je vais être honnête. C'est qu'en fait, on essaye d'évaluer le fait de poser un label ou d'enlever un label sur la modification des encours. On n'a pas de lien véritablement de cause à effet établi. Donc on a, même au sein du label Finansol, on a un chercheur notamment qui est en pleine thèse là-dessus, mais on n'a pas encore la réponse. Donc ça, ce serait absolument merveilleux si on avait ces chiffres-là, mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Ma question portait aussi juste la rentabilité pour l'épargnant. Est-ce que finalement, vos entreprises sont toujours moins rentables que le marché financier libre Non, pas forcément, parce qu'en fait, alors les labels, ils vont venir s'apposer sur des produits financiers assez variés. Je vais prendre alors l'exemple que je connais le mieux dans la finance solidaire, c'est les fonds 90-10 qui sont maintenant devenus des fonds 85-15. C'est des fonds en fait qui vont être à 85% investis en actifs cotés, donc assez proche des fonds classiques, et de 5 à 15% investis dans des actifs non cotés, dans des entreprises bénéficiant de l'agrément ESUS. Et puisqu'ils ont finalement une gestion, une composition qui est assez proche des fonds classiques, on est à peu près sur le même taux, on estime qu'on est à peu près sur le même taux de rentabilité. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une cohérence de gestion durable. La question, ça va être de se dire et d'aller chercher justement à ce qui est finalement une gestion assez normalisée, assez pure, qui est que la partie 15% ne soit pas décorrélée complètement de la partie cotée, puisqu'effectivement, sinon on perd totalement le fil et l'objectif premier. Donc avec ce genre de produit, ça fonctionne bien. Après, on a d'autres produits, par exemple, alors là, la grande mode en ce moment, c'est le capital investissement qui se met à faire de l'impact. Donc le capital investissement, donc ce qu'on appelle plus communément le private equity, il commence de plus en plus à créer des fonds à impact. Et encore une fois, c'est ce que j'expliquais au début, c'est qu'ils ont une vision de l'impact qui est un peu plus large que celle qui est communément établie. Et donc là, forcément, on va avoir des rentabilités plus élevées, mais on va s'éloigner un peu plus de l'économie sociale et solidaire, de l'impact réel et dont on rêve tous, d'entreprises vertueuses, etc. Et je rebondis et il y a un truc qui est super important en fait quand on calcule le prix d'un actif financier
Et sa performance, c'est, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais c'est ce qu'on appelle la valorisation. En fait, un actif financier, on se dit, voilà combien il va nous rapporter dans les 30 prochaines années, on va découper tout ça et on va y mettre un coefficient de valorisation pour savoir combien chaque année il va nous rapporter. Or, il y a une démonstration qui montre que la valorisation écrase le futur. Donc, un actif financier, un fonds, qui va financer principalement des projets qui seront en fait vraiment rentables presque à la fin du fonds. Ils vont pas être ils vont pas permettre d'être rentables par ces méthodes de calcul aussi. Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que la manière dont on calcule aujourd'hui le tarif et le prix d'un actif aide pas. Et on revient à la question des règles du jeu. Alors, c'est des règles du jeu internes, même on n'a pas trop besoin du politique dedans, quoique. Mais il faut regarder aussi la manière dont on calcule ces prix-là. Après, oui, il y a quand même des fonds verts qui fonctionnent bien, mais quand on fait, et c'est important de le faire, le 85-15 ou 90-10, on reboucle avec tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a quand même, de fait, plus de 80% qui va financer le business as usual. C'est pas suffisant. C'est strictement nécessaire. En fait, c'est un peu comme les petits gestes. C'est strictement nécessaire. Faut pas laisser l'eau quand on se lave les dents. Ça n'a pas de sens de le faire. Mais effectivement, faut aller à un cran au-dessus. Mais pour l'épargnant, c'est déjà fondamental d'avoir ces repères-là. Et les labels sont super utiles, je pense. Je pense aussi. Et une dernière question pour vous, peut-être avant de prendre une question de la salle. Vous avez parlé donc de 1000 milliards par an. Il y a un acteur qui peut faire 1000 milliards par an, c'est la Banque centrale. Sous certaines conditions, directement, indirectement, via un financement par les marchés ou via de la pure création monétaire. On a des économistes en France et des députés d'ailleurs qui peuvent défendre ce schéma d'un financement qui se ferait ni par les marchés directement, ni en fait par le politique ou la réglementation, mais qui serait un financement beaucoup plus direct par les banques centrales. Est-ce que vous avez un avis sur cette solution ou des commentaires sur cette capacité des banques centrales? Est-ce que c'est leur rôle ou est-ce qu'il faut faire plutôt ce qu'on s'est dit avant, donc plutôt du politique, des investisseurs bien labellisés avec un bon contrôle, et quels seraient un peu les potentiels avantages, inconvénients de ces approches? Allez, Marc. C'est un peu, comme toujours, la question à 1000 francs à laquelle on arrive à la fin du débat, quand tout le monde voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, la création monétaire est un peu historiquement une sorte de tabou dans de nombreux débats économiques, tellement c'est vertigineux, en fait, comme question, et tellement ça peut être sensible en se disant, tiens, c'est quoi le rôle de la Banque centrale? Est-ce que c'est uniquement limiter l'inflation, où on a vu ces dernières années quand même une ouverture un peu plus, y compris Christine Lafarge, qui a ouvert un petit peu le champ des possibles sur du coup les missions d'une banque centrale pour inclure du coup aussi des dimensions sociétales. De là à dire qu'on en est dans une création monétaire, c'est-à-dire faire tourner une planche à billets, sachant qu'il y a très peu qui sont des billets papier maintenant, c'est une image, on en est loin aussi. Alors, la question, est-ce qu'on y arrivera sans? C'est une vraie question. On reprend la boucle par rapport au capitalisme, non? ça peut poser cette question, en tout cas, sans gros changement politique ou sans gros changement des règles. C'est une vraie question, je pense, aujourd'hui. Et on voit qu'on a un retour, en effet, de cette question de la création monétaire, y compris au département d'économie de la Sorbonne, je crois, non? Où il y a eu des chercheurs qui travaillent vraiment sur ces questions, qui écrivent des livres sur ça. On voit que c'est un retour parce qu'en fait, c'est un peu la conclusion. C'est pour ça que c'est en effet une belle conclusion. Si on fait la quadrature du cercle, si on se dit qu'en fait une grosse partie est loin de la finance transformative, si on se dit que ça va être difficile de faire bouger l'équilibre de la finance traditionnelle et quand on voit le lobby de la finance traditionnelle à Bruxelles, même si je le prononce à la belge, vous avez compris où, en fait, c'est fondamental. Les acteurs de la finance pour le bien commun, finance alternative, ils sont de 1 sur 100 par rapport à la finance traditionnelle ou 1 sur 1000. C'est un des secteurs où il y a le plus de lobby au niveau international. Ça veut dire donc que ça va être très compliqué de tordre le bras
en fait à des acteurs qui fondamentalement n'ont pas envie. Et donc, si on n'y arrive pas, ben, ça pourrait passer par ça, mais avec évidemment tous les quadrants ou tous les volets rouges. Est-ce qu'on va aller vers une surinflation? Est-ce qu'on va aller... Alors, hein, on voit que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des gens qui ne se gênent pas pour changer des institutions ou des règles du jeu de manière fondamentale, mais peut-être pas toujours à bon escient. mais en tout cas, c'est vrai que ça se pose comme question. Une solution qui est peut-être moins radicale et en tout cas de conditionnaliser un petit peu plus, hein. C'est d'aller vers en se disant: «Bah, tiens, oui, bah, on donne, la possibilité aux banques à condition d'investir». On l'a fait au niveau du plan de relance européen. Il y avait 30 qui devaient aller dans les projets verts. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas pour d'autres éléments, avec à ce moment-là des critères, costauds sur c'est pas du tout inenvisageable, ça peut se faire et c'est en tout cas, c'est une solution déjà moins radical. Super, bah, merci beaucoup. On est parfaitement dans le timing. On a même le temps pour prendre une ou deux questions si vous avez des questions. Oui. Bonjour, merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur, sur la place du politique. Bon, alors, tout d'abord, j'ai entendu que BlackRock demandait de la régulation et du politique. Bon, ça, je pense que c'était bien. Après avoir démissionné. Voilà, on est d'accord, parce que ce serait bien la première fois qu'il le demande. Mais sur la place justement du politique et de la régulation, est-ce que vous pensez qu'en France, par exemple, nous avons 6 banques systémiques, nous avons les plus grosses banques d'Europe. Est-ce que vous pensez, on sait très bien qu'aujourd'hui, nos banques, en termes de fonds propres, c'est-à-dire dans le contrôle prudentiel, sont absolument pas dans les clous, mais alors, et d'assez loin. Est-ce que vous pensez que pour ces banques-là qui n'ont pas les fonds propres nécessaires pour remplir justement les accords de Bâle II, les imposer de flécher de l'investissement vers du vert, ça peut rejoindre ce que vous dites sur l'intervention du politique et du public, et en même temps faire le lien, non pas une contrainte pure et simple, mais plutôt un fléchage pour celles qui ne sont pas dans les clous. Est-ce que ça peut être un levier pour flécher vers un peu plus de vert? Merci. Effectivement, c'est un vrai sujet. La France est un acteur central, hein, en Europe en termes de finances. Et oui, on a les grosses banques depuis, en tout cas, le Brexit. Moi, j'ai quand même en tête un rapport de l'EBA, donc l'autorité bancaire européenne, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, le Monitoring Basel Risk, en octobre dernier, qui montre quand même que il n'y a pas de risque en termes de fonds propres des banques en Europe et donc dans les banques systémiques. Donc les banques françaises en font partie. Elles sont consolidées, elles sont solides. Maintenant, est-ce qu'il faut intégrer un green brown factor? C'est ça, hein, en fait, l'idée, c'est de se dire on va renchérir le coût du capital quand ils financent des projets qui ne sont pas verts, ou au contraire, on va donner une incitation positive et on va demander moins de fonds propres pour les projets vraiment verts. Je pense que oui, il faut y aller. Là, j'enlève ma casquette professionnelle et je parle en mon opinion. Je pense que oui, il faut y aller. Et ça peut être un bon moyen d'ailleurs de trouver la bonne utilisation, parce qu'il faut aussi entendre les banques qui disent c'est très compliqué de constituer de nouveaux fonds propres. OK, dans ces cas-là, ces fonds propres, on va essayer de réfléchir avec vous. Comment est-ce qu'on peut vous les alléger à la limite, tout en gardant l'idée que on va garder le 3. Après, c'est peut-être sur les coussins supplémentaires qu'il faut jouer, mais sur ces coussins contracycliques. Mais pas trop rentrer dans le détail là. Mais globalement, oui, il faut jouer sur cette incitation-là. Oui, bonjour. Vous n'avez pas évoqué du tout les crédits carbone et ce marché. Qu'en est-il aujourd'hui? Notre silence est éloquent. C'est un marché compliqué. C'est un marché. En fait, c'est pas. Enfin, ça a été financiarisé. Mais finalement, les marchés carbone sont une donnée clé
et plutôt la taxe carbone est une donnée clé pour la décarbonation de l'économie entière, d'un point de vue macro. Et c'est absolument central de se protéger aussi au niveau des frontières pour ça. Est-ce que ça va vraiment être un vrai levier dans la finance verte? En fait, la finance, elle arrive un peu après ou avant, en fonction du point, mais c'est pas directement dans les marchés financiers que ça va se voir, je pense. Mais là, bienvenue à compléter parce que. Après, bon, il y a la question du design. Le problème des marchés de carbone et taxes carbone, c'est qu'en fait, à la fois, il y a eu trop de crédits qui ont été distribués au début. On sait très bien qu'en fait, si le coût en fait de la taxe, le montant qui pour vraiment faire bouger les choses, hein, on parle de montants qui font qu'en fait il y a une résistance qui est très très forte. Hein, si on voulait vraiment avoir, on parle de prix qui sont assez substantiels. Et on voit que c'est très compliqué. Il y a une question de justice sociale aussi derrière, hein, malheureusement, en partie. Alors là, on sort plus de la finance, mais derrière des questions de taxe carbone qui seraient linéaires, ben, en fait, on voit que pour le même montant, en fait, ça va toucher plus. Là, on sort des entreprises, hein, je suis plus au niveau des individus, mais des ménages pour qui ça peut représenter du coup un élément ou une charge trop importante. Et on peut imaginer que pour les entreprises, ça soit la même chose. Ceci dit, en gros, c'est les grosses entreprises qui ont freiné sur ça. Hein, donc, mon argument de justice sociale, il est plus théorique que pratique. Le design de ces marchés-là a souvent été compliqué parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, en fait, on les a rendus inefficaces ou inefficients. Après, on peut se poser la question si c'est possible d'avoir un marché qui fonctionne complètement de manière efficiente sur ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça a été toujours très compliqué historiquement. Bon, c'est au point zéro, quoi. Non, je pense que c'est utile, il en faut une. Il y a un problème de justice sociale qu'on peut tenter de compenser par un rééquilibrage, une redistribution des ressources. Et je pense qu'il en faut une parce que c'est une taxe. Le signal prix marche, en fait. Un truc cher et moins. Enfin, le même gobelet vendu 3 € de plus, il sera moins acheté que le gobelet vendu 3 € de moins. Donc ça marche, donc il faut y aller, mais il faut vraiment trouver le bon moyen pour que ce ne soit pas à la fin le consommateur ou l'État qui viennent compenser. Parce que si on met une taxe carbone et que c'est l'État qui met de sa poche par les impôts ailleurs pour aller redonner de l'argent à ceux qui ne peuvent pas parce que la taxe carbone les greffe, enfin, c'est un système extrêmement compliqué. Il faut trouver le bon moyen d'y aller et on l'a pas trouvé. Non, on l'a pas trouvé. De fait, on l'a pas encore trouvé. Ouais. Très bien, bah merci beaucoup à tous. Merci à nos 3 intervenants. Bravo. Merci Thomas.